voilà de retour sur marcheoff.radio.tv pour cette avant-dernière soirée consacrée à la protection des plus démunis. Point d'orgue de cette soirée, nous recevons sur les ondes et en visio Cédric Héroux, agriculteur et fondateur de la communauté Emmaüs Roya. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez, Cédric ? Je vous entends parfaitement. Parfait. Alors avant de vous laisser le micro, quelques points de compréhension. En 2016, Cédric Héroux est éleveur et oléiculteur dans la vallée de la Roya que des migrantes et migrants traversent en provenance du Soudan et d'Érythrée. Il les accueille, les reçoit, les nourrit. 200 migrantes et migrants y ont transité, comme nous l'apprend l'excellent article publié dans la revue Regain. 11 gardes à vue, 6 perquisitions, et on l'a vu il y a quelques jours dans une réponse à la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, j'arrive même pas à le dire tellement c'est pas vrai, Marlène Schiappa, 30 000 € de frais d'avocat. Son crime, avoir été fraternel et solidaire dans un pays, le nôtre, prenant à son fronton liberté, égalité, fraternité. Depuis, Cédric Héroux a fait le choix de rejoindre la communauté Emmaüs en proposant cette fois des activités de maraîchage et d'élevage. Emmaüs Roya est donc la première communauté paysanne. Et c'est tout naturellement que je passe l'animation de cet entretien à Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundo et ancien président d'Emmaüs France. Merci. Le ton est donné déjà, hein. C'est fou. Salut Cédric. Salut. Bienvenue à Emmaüs Mundo. Bienvenue sur aussi le Media Lab du Marché Off. Juste, je voudrais dire que voilà, on était parti pour que tu puisses venir et tu étais OK pour venir. C'est bien dommage, hein, on aurait fait le marché de Noël de Strasbourg et en particulier le Marché Off, le marché de l'économie sociale et solidaire. On aurait bu un petit vin chaud à la Mirabelle, entre autres choses. Je sais me parler. Hein. Ça, c'est déjà pour la prochaine fois. Malheureusement, ça n'a pas été possible et on comprend le contexte sanitaire, mais aussi, on parlait tout à l'heure de double peine. Dans la vallée de la Roya, vous avez une double, triple peine, et en particulier le cyclone, la tempête d'il y a 2 mois. Je voudrais d'abord te demander comment ça va dans la vallée de la Roya, comment vous en sortez là? Il manque quelques ponts, il manque quelques kilomètres de route, mais sinon ça va bien, quoi. Enfin, pour nous, ça va. Emmaüs Roya, ça va, on s'en sort, on s'est débrouillé, on avait les véhicules bloqués au départ, et on a réussi à les sortir parce que les véhicules étaient bloqués entre 2 effondrements. Mais les gens sont assez traumatisés par cette tempête, ils sont traumatisés parce que tous leurs repères sont cassés. Tu sais, c'est cette eau, on s'y baigne tous les étés, on la boit, on arrose nos cultures, on vit avec en fait. Hein. C'est un peu la femme fatale, quoi, tu vois, qui est belle, charmante et qui un jour se retourne contre toi et qui t'arrache la maison, qui t'arrache les ponts, qui t'arrache tout ça, quoi. Et ce qui est fou, c'est ça a terrorisé toute une vallée et il y a pas de réponse en fait politique en fait à cette question de réchauffement climatique. Et ce problème du climat, c'est un peu le même problème que la précarité. C'est des problèmes qui sont là et qu'on regarde pas. C'est un peu le problème qu'a notre néolibéralisme qui voit les conséquences négatives de son fonctionnement économique, mais qui prend pas garde aux désastres à venir. En fait, j'ai l'impression que nos politiques et que le monde mangent une glace avant qu'elle coule trop vite, en fait. Et ça fait un peu de peine. Hein. Il y a quand même une douzaine de personnes qui sont mortes dans la vallée de la Roya et une vallée qui est quand même bien endommagée. Il y a pas de réponse à tout ça en fait. Il y a pas de, on fait comme si de rien n'était, on continue comme si de rien n'était. C'est assez tragique, quoi. Et souvent il y a des promesses, hein, comme Macron a fait des promesses, plus personne à la rue. Ça a été fou, quoi. Et on se pose beaucoup de questions de comment agir, parce qu'il suffit pas, je pense, d'aider à reconstruire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique politique citoyenne qui charge des réponses, qui fasse ressortir les questions pour trouver des réponses et des réponses ensemble. Et j'ai pas l'impression que ce soit avec notre gouvernement actuel ou avec une politique actuelle qu'on va trouver des réponses. C'est peut-être à la société civile de travailler ensemble pour en trouver. Ouais, je crois qu'on va y revenir parce que là, déjà, dans la vallée de la Roya, les citoyens se sont mobilisés. La solidarité a fonctionné, je crois. Hein. Alors... Ouais, ça fonctionne, ouais, bien sûr, mais comme dans tout lieu, hein, quand il y a une problématique, en fait, c'est pas une tradition. Tout le monde dit oui, la vallée de la Roya, c'est une tradition, etc. Mais c'est pas la tradition qui fait la solidarité, c'est la nécessité qui fait la solidarité. On fait pas ça par tradition, par plaisir, c'est juste qu'il y a une nécessité à être solidaire. Et c'est comme l'accueil des personnes en migration, c'est qu'il y a une nécessité à être solidaire. C'est comme
dans les années 1900, début 1900, les Italiens qui ont traversé la frontière pour des raisons économiques, il y a eu de la solidarité. Pour cacher les Juifs, il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de la solidarité parce que c'est une nécessité de le faire, c'est pas une tradition. Ouais, c'est ça. Alors justement, la vallée de la Roya, c'est une vallée frontière. Je veux bien que tu nous fasses un peu de géographie, parce que tu vois, ici on est en Alsace, on est un petit peu loin. Mais ceci dit, c'est une région frontalière, comme l'Alsace, frontière de la Lorraine. Tu disais dans ton bouquin, on va en parler un petit peu. Allez, je te fais un peu de pub. Change ton monde, change le monde, change ton monde. On va y revenir. Tu disais, tu as écrit « Depuis toujours, la Roya est un lieu de passage où on se contrefiche des frontières ». Tu peux nous en parler? Ouais, les frontières ont bougé, quoi. Les frontières ont bougé. Certains villages étaient italiens avant 46 et sont devenus français après. D'autres ont été italiens avant 1860 et sont devenus français. En fait, la ligne frontière a toujours bougé et il y a une culture qui est franco-italienne, en fait. On boit la même eau, on cultive les mêmes arbres, on a les mêmes recettes culinaires, et surtout depuis les années 85, il y a l'espace Schengen qui a été travaillé par des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont dit plus jamais ça. Et c'est là où on a fait la Convention de Genève pour l'accueil des personnes exilées en demande d'asile. Et on a créé cet espace-là de libre circulation des personnes. Et beaucoup de gens ont travaillé là-dessus pendant des décennies. Et on en est arrivé dans les années 85 à dire bon ben voilà, on laisse la libre circulation dans l'espace Schengen, donc entre l'Italie et la France. Et nous, on a passé cette frontière depuis cette date-là sans y prêter garde. Enfin, moi, je vais chercher mon grain pour mettre plus en Italie. Quand je vais à Nice, je descends la vallée de la Roya et j'arrive à Vintimille, je prends l'autoroute, j'arrive à Nice. Ce qu'il faut comprendre, la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est franco-italienne. C'est que le fleuve la Roya, c'est un tout petit fleuve qui naît à Tende et qui est sur une crête. De l'autre côté de la crête, du côté nord, on est en Italie, dans le Piémont. Et quand on redescend la vallée de la Roya, on passe la Brigue, on passe Saorge, Fontan, et on arrive à Breil, et on continue, et puis on arrive à Fanghetto. Fanghetto, c'est en Italie. Donc la frontière n'est pas basée sur les crêtes. En fait, elle coupe la vallée en deux. Et après, on continue le fleuve de la Roya, on arrive à Vintimille. Et puis d'un coup, en 2015, on décide de remettre en place le contrôle aux frontières dans l'espace Schengen. Et à Paris, on décide de dire, la Roya, tant pis pour vous, on va fermer la frontière. Et surtout que l'Italie, elle était absolument pas préparée en fait à cette fermeture de frontière. Donc en 2015-2016, elle s'était pas préparée, donc il n'y avait pas de camp humanitaire pour loger les personnes, il n'y avait pas de camp pour les familles, pour les enfants. Il n'y avait même pas le devoir pour l'Italie de prendre en charge les mineurs isolés. Donc on s'est retrouvé ça, nous, en tant que Français, avec nos amis italiens, nos collègues italiens et nos voisins. Parce que souvent on parle de pays étrangers, côté étrange, et de l'autre côté de la frontière, il y a un pays étranger, mais nous, il n'y a rien d'étrange d'aller en Italie. Et on a vu les Italiens à Vintimille avec ces individus indésirables, bloqués à cette frontière. Et moi et nous, habitants de la frontière, on s'est sentis un peu gênés et complices, en fait. Et de dire, ton pays, la France, elle bloque un endroit qui a été libre de circulation, et puis d'un coup se retrouve bloqué, des gamins, etc., qui dorment à la rue, avec les réseaux de passeurs, avec tout le bordel que ça peut faire une fermeture frontière. Alors justement, en 2015, tu croises une famille, je crois, sur la route en passant en voiture, et tu le dis. Alors c'est intéressant, la manière dont tu dis. Moi, j'étais pas un militant. Je voudrais reprendre tes termes. À l'origine, je n'ai rien d'un militant. Je n'étais pas assez amoureux de l'humanité pour prétendre la sauver. Mais quand même, tu croises cette famille et puis tu te dis, ouais, non, je peux pas faire autrement que de les prendre avec moi. Et c'est comme ça que ça commence. C'est la première famille que tu accueilles. Tu peux nous raconter un peu cette histoire et surtout ce qui va nous intéresser, puisqu'on a beaucoup parlé d'engagement pendant ces temps. La solidarité, c'est aussi ça, c'est une forme d'engagement. Alors c'est vraiment intéressant la manière dont tu dis, ouais, moi j'ai rien d'un militant. C'est juste ce que j'ai appris aussi de mes parents, de ma grand-mère, etc. C'est juste partager, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure sur la solidarité, on a fait l'obligation d'agir. Ouais. L'obligation d'agir, non pas par empathie, non pas par altruisme, mais par
comment dire, par morale, j'ai envie de dire, quoi. Tu vois, cette morale qu'on apprend à l'école, partage ton goûter, partage tes jouets, enfin, et c'est des trucs qu'on apprend, j'ai l'impression que c'est devenu exceptionnel, et c'est ça que moi ça m'a troublé, que Cédric Hédroux devienne un espèce d'emblème, de machin. Peut-être, mais t'as tous les gamins apprennent ça à l'école, c'est quand même la base. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a un État qui maltraite des gens, c'est ça qui devrait être montré du doigt, c'est pas mon action qui devrait être montré du doigt, c'est les irrégularités d'État. C'est ça qui devrait être montré du doigt. Et ta question, c'était quoi? Je me suis... ma question, c'est que qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à avoir ce réflexe qui n'était pas forcément naturel pour toi, ouais, de dire bah ouais, j'y vais, quoi. Ah, je crois qu'on a un problème de son. Rien. Et sinon, il faut passer par des cols de 900 mètres d'altitude, c'est beaucoup plus compliqué. Et je remonte et je fais pas trop gaffe, je connais cette route vraiment parfaitement et j'enfile les virages et c'est une route alpine, donc c'est une route où sur le côté droit t'as une espèce de petite falaise avec la Roya en contrebas et puis plus haut ça monte en altitude, c'est la montagne et je fais un coup de volant, je prends un coup de volant et puis je me rappelle un peu, je vois en fait cette silhouette de cette famille, de ce gamin, etc. Et je fais demi-tour et je prends ces gens, ils veulent aller en gare de train pour aller à Paris. Et je leur dis, bon, ben, les gares sont fermées, il n'y a pas de train, on va à la maison et puis on verra demain. Et c'est voilà, c'est le premier moment où je me dis, bah, tant pis si c'est des personnes en situation régulière, je m'en doute parce qu'ils sont en train de marcher sur la route, c'est des personnes qui viennent d'Afrique. Et ces personnes se font contrôler une gare plus tard à Sospel et se retrouvent en Italie. Elle se retrouve en Italie et puis le papa m'appelle depuis l'église Sant'Antonio. C'est une église qui a ouvert ses portes pour accueillir toutes les personnes vulnérables. Donc c'est les familles, c'est les femmes isolées, c'est les gamins isolés et les personnes handicapées. Et je retrouve cette famille-là et je vois ce qui se passe à Vintimille juste à côté de chez moi. Donc c'est une espèce de dortoir avec 150 personnes qui sont là et pour intimité, avec des draps tendus entre des lits superposés. Et je me dis, je suis assez troublé de ça. Et je me dis, bah, cette famille, je la remonte. Et donc, du coup, je prends cette famille dans la bagnole et je fais mon premier passage de frontière entre l'Italie et la France. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que on va te dire, oui, mais c'est interdit de passer les frontières, etc. Mais il n'y a aucun contrôle policier entre Vintimille et Breil-sur-Roya. Les contrôles policiers sont entre Breil-sur-Roya et Nice. Et c'est ça qui est assez troublant, quoi. Ça fait bizarre, en fait, de se trouver. Imagine-toi un quartier. Tu sais, les gens de la frontière, comme vous, chez vous, ils ont une frontière à côté, quoi. Et soit à Paris ou etc. Il faut s'imaginer deux pâtés de maison et d'un coup, on interdit les gens de circuler d'un point A à un point B. Et on se retrouve entre les deux pâtés de maison avec des personnes qui dorment à la rue, des gamins qui sont délaissés, avec toute précarité, avec toute une mafia aussi qui naît de la clandestinité, donc les réseaux de passeurs, etc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu facile de part des juges de nous incriminer, de dire ouais, est-ce que vous faites, c'est illégal, et de parler de la migration comme si c'était des cartons ou des matières toxiques ou des espèces d'objets indésirés, en fait. Et ça, c'est assez frappant et ça, c'est troublant. Ouais. Et pour le coup, tu as récupéré, enfin, tu as aidé, tu as accompagné, tu as accueilli beaucoup de migrants, des familles, des enfants, et tu découvres effectivement que ce que tu faisais est illégal dans la mesure. Alors, c'est le code d'entrée de séjour, le CESEDA, le code d'entrée et séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, qui dit que l'aide à l'accueil, à la circulation et à l'entrée aux frontières des étrangers est illégale. Tu es considéré comme passeur. Ouais, mais après on découvre le droit. Et pour le coup, garde à vue, etc. Ouais. La première garde à vue que j'ai faite et où j'ai bénéficié d'une immunité humanitaire, c'était en août 2016. Et à cette époque-là, j'étais absolument pas médiatisé. Et c'est le seul passage de frontière où je fais choper en flagrant délit. Et donc je fais 48 heures de garde à vue et le procureur de la République me fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Et on sort de ça et on dit enfin la justice entend ce qui se passe à la frontière, la justice entend qu'il y a quand même une obligation d'agir, il y a un problème humanitaire à la frontière franco-italienne parce que la France l'a bloqué.
Et on s'est dit, tiens, on va médiatiser. Il faut médiatiser. C'est un ami qui s'appelle Hubert Lourdan, qui lui fait de l'accueil depuis plusieurs décennies, et dans sa petite maison. Et il me dit, c'est lui qui en fait qui insiste. Il me dit, c'est vrai qu'il faut vraiment médiatiser le truc, ton combat, et c'est important de le faire. Et au début, je n'avais pas trop envie de médiatiser, etc. Je me force un peu et on commence à médiatiser. Et à partir de là, j'ai vu un peu la haine du ministère public, donc du parquet de Nice, agir et se mettre en branle. Et c'est à partir de là, en fait, que succèdent toutes les gardes à vue, toutes les perquisitions et de harcèlement judiciaire à mon égard et harcèlement policier à mon égard. Et c'est pas pour le fait en fait d'héberger des petits noirs, hein. C'est le fait de dénoncer les irrégularités d'État et de dénoncer que le préfet des Alpes-Maritimes, après tu comprends le droit. Au début, je savais pas ce que c'était, quoi. Tu vois, la Convention de Genève, je sais quand on se je sais pas, même Schengen, quoi. Je savais pas trop ce que c'était Schengen vraiment. Et qu'est-ce que c'était qu'une demande d'asile, l'OFPRA, la CNDA, et des refus d'entrée, qu'est-ce que c'est dire, enfin, tout ce protocole administratif pour lutter contre la migration. Et on apprend, et on découvre plein de choses qui sont assez surprenantes. Et moi, j'étais un peu comme tout le monde au départ, c'est que j'avais confiance quand même, mine de rien, même si je me revendiquais un peu anard, etc. Mais j'avais quand même confiance au système étatique. Je me dis, s'il y a un barrage policier à un endroit, c'est que ce barrage policier est légal. Si les procédures administratives, c'est forcément des procédures légales, et que l'irrégularité de l'État étaient juste des anomalies de fonctionnement, donc des dysfonctionnements, voilà, mais momentanés, et que c'était pas systématique et systémique. Et je me rapproche d'avocats, de juristes, et on comprend pour la prise en charge des mineurs isolés, l'obligation de l'État de prendre en charge des mineurs isolés, voilà, est complètement bafouée. La demande d'asile est complètement bafouée. On découvre des faux en écriture publique de la part de la police, donc la police qui fait des faux papiers pour pouvoir expulser des gens. Et on comprend que c'est pas les policiers d'eux-mêmes en fait qui agissent dans l'irrégularité, c'est qu'il y a des ordres de l'État, donc du préfet, qui donnent des ordres qui sont complètement irréguliers. Et là tu te dis, mais c'est quand même c'est troublant. C'est pour ça que c'est même pas une lutte pro-migrante ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment une lutte pour le droit. Et c'est ça qui est important de savoir, quoi. C'est que il y a un moment, on comprend un peu comment la société marche avec ces lois qui sont un peu des garde-fous, et avec des députés, avec des sénateurs qui légifèrent, des personnes qui sont élues démocratiquement, qui tentent de parler au nom du peuple français. Et là, d'un coup, on a un préfet qui, lui, est un fonctionnaire, hein, pas quelqu'un d'élu, et qui a des directives ministérielles et qui agit sans respecter la loi. Parce que normalement, un préfet, il a une directive ministérielle, ça peut être dire bon, préfet, tu vas agir pour lutter contre la prostitution, ou en fait, il y a des directives comme ça, ou contre, je sais pas moi, on va se faire plaisir contre l'exil fiscal, ou je sais pas, et on va dire tu vas mettre en place des contrôles policiers pour agir. Et lui, son rôle, c'est de prendre une directive qui est politique et d'en faire quelque chose de légal, de mettre des procédures en place pour qu'elles soient légales et agir dans la légalité. Et là, on a un État qui agit absolument pas en égalité. Donc, du coup, ça ébranle complètement notre système démocratique, ça ébranle complètement la République, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que nous, on s'est battu dans la baie de la Roya, non seulement pour le respect de la dignité des personnes qui sont en migration, mais aussi pour la démocratie. Parce que un État qui se permet d'agir dans l'irrespect de la loi, là, on se dit c'est quand même fou, parce qu'on demande à moi, on demande à toi, on demande à tout citoyen de respecter la loi, de s'arrêter au feu rouge, de déclarer ses impôts, de déclarer voilà, tout est légiféré. Et nous, on doit respecter la loi, et à l'État qui, lui, fait comme il veut et fait de l'idéologie. Parce qu'en fait, on est passé d'une gestion politique à une gestion idéologique. On est passé de la lutte contre l'immigration irrégulière à la lutte contre l'immigration tout court, et de la lutte contre l'immigration à la lutte contre les migrants, et après à la lutte contre les solidaires. En fait, les migrants sont devenus une espèce de poison, de denrées toxiques, où quand tu t'approches de ces personnes, c'est contagieux, en fait. Tu finis en garde à vue, tu finis avec des procédures judiciaires, etc., quoi. Et avec la Roya, c'est qu'il y a quand même, c'est pas que des non-bordeurs d'extrême gauche anarchistes qui ont caché des gens, quoi. C'est toute population. C'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des avocats, c'est des fils de procureurs,
c'est des gens au RSA, c'est des punks à chiens, c'est des profs, c'est des flics aussi. Et les gens tiraient les rideaux des fenêtres pour en cacher d'autres. Et là, il y a un problème quand même. Tu me dis, putain, c'est quand même fou, quoi. Et grâce à ce combat aussi, qui est un combat juridique, de se dire, on va sortir de la clandestinité, on va communiquer, on va informer la population par les médias, etc. C'est que la gendarmerie locale et la police ont compris que leurs actions étaient irrégulières. Alors du coup, il s'est créé une proximité avec la gendarmerie. Et on a réussi avec eux à mettre des protocoles en place pour pouvoir obliger l'État à respecter la loi. Oui, alors ce que tu dis est hyper important parce qu'il faut qu'on en ait vraiment tous conscience. C'est incroyable et c'est aussi un sujet d'espoir pour le coup. Hein. C'est assez incroyable combien les citoyens, les gens se mobilisent aussi, hein, parfois discrètement, parce qu'ils ont aussi peur des représailles justement. Combien ils se mobilisent pour accueillir. Enfin, on le voit dans notre région, on le voit un petit peu partout. Combien des migrants sont accueillis à domicile. Combien les actions de solidarité pour le coup. Hein, on en parlait sur la question de l'engagement. Parfois, pareil, hein, c'est pas forcément des militants, c'est toutes sortes de personnes qui accueillent et qui ont envie d'autre chose en termes de relations humaines, justement, de liens sociaux et qui ont envie de faire bouger les choses. Ce qui est intéressant dans ce que tu relèves cette idée de délit de solidarité, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé pour le coup, hein, c'est d'aller chercher les solidaires et de faire croire qu'ils sont illégaux alors que c'est l'application de la loi qui a été illégale et puis l'action des préfets. Enfin, tu as quelques amis hein, dans ta région, entre quelques politiques, Ciotti, Estrosi, qui t'ont cherché. Enfin, ça a été du harcèlement. Emmaüs s'était engagé depuis le début des années 2010-2012 sur les délinquants solidaires. On avait déjà un responsable de communauté Emmaüs à Marseille qui avait été arrêté pour ce fameux délit de solidarité sur l'aide au séjour à l'entrée des étrangers en situation irrégulière. Toi, dans ton cas, ça a été du harcèlement jusqu'à cette idée de... Parce qu'en fait, en réalité, l'interdiction d'aider à l'entrée au séjour et à l'accueil des étrangers en situation irrégulière, c'est à l'origine de la loi, c'est pour lutter contre les passeurs. Donc quand on le fait sans contrepartie, c'était l'immunité humanitaire justement qui t'a permis d'en sortir, mais ils sont allés chercher une contrepartie. En principe, les passeurs, c'est une contrepartie financière. Ils sont allés, dans ton cas, chercher une contrepartie. C'est la contrepartie militante. Toi qui dis que tu n'es pas un militant au départ, en fait, tu as cherché une contrepartie. C'est la contrepartie militante et politique. C'est quand même assez incroyable, ça. C'est qu'on va chercher à tordre la loi jusqu'à trouver un prétexte pour pouvoir l'appliquer. Ce qui est assez fou, c'est que, en fait, cet allègement de la loi, la considération qu'on peut avoir des actions qui soient humanitaires, ça a été fait à l'époque de Sarkozy, c'est Valls qui l'avait mis en place, qui avait dit s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, donc il peut pas y avoir de poursuite. Donc moi j'entends direct, donc une rémunération, de l'argent, et indirect, ça peut être des travaux, de peinture, de je sais pas quoi, en fait, de faire travailler les gens. Et du coup, bon, ils étaient un peu coincés, ils se sont dit que c'est humanitaire, ils ont fouillé mes comptes, ils ont fouillé ma maison, bon, c'est évident qu'il n'a pas sorti d'argent. Et ils se sont dit, on va inventer une nouvelle contrepartie, c'est la contrepartie militante. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même assez grave. Non, c'est assez grave parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi un militant? Un militant, c'est quelqu'un qui s'engage dans une dynamique politique et qui est d'opposition, qui est de contre-pouvoir du coup. Et donc c'est une dynamique de contre-pouvoir politique. Et contre-pouvoir, ça veut pas dire vouloir forcément faire tomber le pouvoir. Ça veut dire dénoncer des actions du pouvoir qui sont irrégulières ou qui sont pas respectables ou qui sont chacun sa lutte, quoi. Et c'est pas parce que on dénonce des actions d'État qu'on est contre un système étatique. C'est qu'on dit là l'État fait de la merde. Et les tribunaux, donc la justice, trouvent ce contrepartie dite militante. Mais après, qu'on réfléchit bien à ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice te permet de condamner des gens, donc condamner un contre-pouvoir, c'est pas qu'ils sont militants. Donc, c'est quoi la démocratie dans tout ça? La démocratie, est-ce que c'est pas un pouvoir et un contre-pouvoir? Est-ce que c'est pas le respect des minorités dans son contre-pouvoir? Et ça, c'est quand même assez significatif on est passé vraiment d'une lutte de gestion politique à une gestion idéologique de la part du ministère public. Et c'est quand même, après, ça pouvait pas passer en cassation parce que, sans un point de vue juridique, le pénal, ça marche pas. Mais
mais quand même que la justice se permette de pouvoir inculper des gens parce que en fait c'est des militants, c'est une position politique, c'est un problème de respect de la démocratie. Ouais, c'est ça. Après, il y a quand même la victoire 2019, Conseil constitutionnel, qui, au final, alors ça règle pas tout, hein. Ça règle pas tout, mais quand même, c'est quand même une belle victoire. Le Conseil constitutionnel qui dit, il découle du principe de fraternité, qui est écrit partout, liberté, égalité et fraternité, c'est quand même la devise de notre République. Il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Dire que le Conseil constitutionnel dit, d'abord, il y a le devoir de fraternité, qui est le fondement de notre République. Bah oui, c'est notre devise, donc devise emmène à devoir, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc la devise est bien sûr, évidemment, est dans la Constitution, mais à valeur constitutionnelle, ça veut dire valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu légifères, quand un député ou un ministre propose une loi ou un sénateur légifère, ça passe au Conseil constitutionnel, savoir si c'est constitutionnel ou pas. Et la liberté y était à valeur constitutionnelle, donc les lois proposaient de respecter la liberté et l'égalité. La fraternité n'était pas à valeur constitutionnelle. Et ce qu'on a demandé, c'est est-ce que ce délit de solidarité n'était pas à défaut notre devise, donc liberté, égalité, fraternité, et n'entravait pas notre liberté d'être fraternel, donc liberté d'exercer sa devise. Et donc, du coup, le Conseil constitutionnel a demandé aux législateurs de reformuler le texte de loi. Et du coup, j'ai été rejugé cette année à Lyon, la Cour de Lyon, où j'ai été relaxé. Et le parquet, donc le ministère public, a refait appel et s'est repassé en cassation. Donc là, on attend encore un nouveau jugement en Cour de cassation. Et c'est quand même assez troublant. Tout à l'heure, je parlais des préfets et du rôle normalement du préfet, qui suit des directives ministérielles pour pouvoir encadrer juridiquement, en respectant la loi des directives ministérielles. Et les procureurs, c'est un peu des préfets, mais de la justice. C'est des gens qui sont nommés par le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux dit, bon, maintenant tu vas, un peu comme les préfets, c'est un peu pareil. Il va dire, bon, maintenant tu vas agir contre la prostitution, contre la vente de drogue, et tu es un peu plus sévère là, etc. Tu représentes le ministère public. Et là, le ministère public, son ordre, c'est quoi? C'est de lutter contre ces idéologues, etc., militants pro-migrants. Et il y a une volonté des parquets de lutter contre nous. Et ce qui est fou, c'est que c'est un milieu assez corporatiste. Et ils se sont sentis insultés avec ce QPC, cette question prioritaire de constitutionnalité, cette fraternité mise dans la Constitution. Et là, ils continuent, en fait. Ils continuent. C'est qu'il y a toujours ce harcèlement. Il y a des procès qui sont passés avant 2019, mais c'est 2018, 2018. Et il y a des gens qui sont passés en procès. Et le parquet commande de demander quand même des condamnations sans respecter ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Et vraiment, c'est un milieu assez corporatiste et juste boutiste, en fait. Et c'est vraiment un acharnement de la part du ministère public. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'obsession à la chasse aux migrants et à la chasse aux solidaires qui date pas de hier. Et malgré l'évolution effectivement de la loi, ça continue. On continue à avoir des gens qui sont inquiétés pour action de solidarité. C'est quand même incroyable. Alors, ceci dit, cette victoire du Conseil constitutionnel, voilà, l'abbé Pierre qui opposait le permis de vivre au permis de construire, par exemple, voilà, ça aurait été une belle victoire aussi, voilà, parce qu'il n'a pas arrêté de prôner ça. Hein, c'est la désobéissance quand une action du gouvernement, quand une loi est illégitime ou illégale, il faut se battre contre, quitte à désobéir. Voilà, c'est un peu ce que tu fais dans la vallée de la Roya, ce qui explique peut-être aussi, du coup. Tu as rejoint le mouvement Emmaüs. Bienvenue encore. Première communauté agricole en France sur l'accueil des migrants. Les communautés Emmaüs accueillent beaucoup de migrants, y compris des migrants sans papier. Hein. C'est toujours le principe d'accueil effectivement inconditionnel, quitte à désobéir. Et la désobéissance est ancrée dans le mouvement Emmaüs, dans l'esprit et dans les valeurs d'Emmaüs. Pas désobéir pour désobéir, mais juste pour faire fonctionner et faire vivre ce principe de solidarité et de fraternité. C'est peut-être aussi une leçon sur cette notion de solidarité. C'est aussi quand il faut de la désobéissance et aussi faire bouger les politiques. Voilà, tu as rencontré Alors j'ai beaucoup aimé
as rencontré le mouvement Emmaüs et puis tu as adhéré au mouvement Emmaüs depuis l'année dernière, hein, je crois. Tu dis dans ton bouquin, l'abbé Pierre, c'était un punk comme nous. Emmaüs, c'est construit un peu à l'arrache comme nous. C'est vrai. Ah, bah, complètement, je pense. Hein. Mais après, il y a ce truc de est-ce que c'est juste ou injuste. Ouais. La question, c'est pas est-ce que c'est légal ou pas légal. Après, il faut voir parce que les lois ont été analysées, réfléchies, donc il y a une volonté en fait qu'elles soient justes. Mais il y a un moment quand il y a des interprétations de la loi, et surtout l'interprétation de la loi, quand elles sont mal écrites, elles sont souvent mal écrites, et c'est savoir ce qu'on fait, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste. En fait, c'est pas plus basique que ça. Quoi. Ouais. Ce que je fais, est-ce que c'est juste ou injuste? Est-ce que le fait de déloger les gens qui dorment dans des tentes, est-ce que c'est juste ou injuste? Est-ce que le fait de maltraiter les gamins, est-ce que c'est juste ou injuste? Et, le truc, c'est la désobéissance, mais qui emmène à ce que le droit évolue. C'est que le droit n'est pas quelque chose de rigide, et c'est quelque chose qu'il faut emmener à évoluer par la démocratie et par l'opinion publique aussi. Donc il faut essayer d'arriver à rassurer aussi les gens, quoi. À rassurer, à en parler. Ouais, en tout cas, c'est vrai que quand tu reviens à tout à l'heure, tu disais qu'on a rejoint Emmaüs, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on en est venu là. C'est qu'on a construit des petits cabanons en bois sur mon domicile, enfin sur ma ferme, et les gens sont restés plus longtemps que ce qui restait auparavant. Donc c'est un peu plus confortable, donc les gens sont restés. Et ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu, c'est cet accueil un peu dans l'urgence qui était assez facile parce que les gens arrivaient et venaient passer la frontière. Ils savaient que ce qu'on faisait, ça fonctionnait sur l'accès à la demande d'asile, sur le forcing qu'on faisait auprès du département des Alpes-Maritimes qui était présidé par notre Ciotti. On forçait Ciotti à venir avec des bus pour prendre en charge les mineurs isolés. Donc les gens en migration avaient confiance en nos actions. Donc il y a une espèce de bien-être à la maison et ça c'était assez facile, assez agréable. Les gens étaient de bonne humeur, assez joyeux. Et après, les gens sont restés. Et la migration, en fait, qui passait par la vallée de la Roya, c'est Paris. Les gens sont passés par d'autres endroits. Et on s'est retrouvés avec des gens qui nous font arriver avec cette carapace, en fait. C'est cette carapace dont on a besoin pour se créer quand on migre. Et quand on part d'un pays en guerre, en dictature, ou ne serait-ce que pour des problématiques économiques, de santé ou autre, pour faire toute cette traversée, donc le désert, la Libye avec tout ce qui se passe en Libye. La Libye, c'est l'esclavage, c'est la torture, c'est tout ça, quoi. Et puis la traversée de la Méditerranée, donc il faut se munir d'une carapace pour affronter en fait tous les impacts de nos extérieurs et c'est de se blinder pour pouvoir continuer à avancer, pour pas flancher en cours de chemin. Une fois la migration terminée, une fois qu'on s'arrête, la carapace se fendit, s'ouvre. Et c'est le moment en fait où on arrête d'être migrant en fait, on devient étranger ou je sais pas quel nom on a ça, réfugié ou je sais pas. Et à partir de ce moment-là, les personnes réalisent ce qui leur est arrivé durant leur passage, réalisent leur passé, réalisent qu'elles sont de leur famille et réalisent la complexité en fait de la voie administrative pour la régularisation de la demande d'asile, etc. Et les personnes tombent dans une espèce de déprime, de dépression. Et moi, je voyais ça, je suis il faut vraiment leur faire quelque chose. Les faire travailler sur l'exploitation agricole, c'était pas possible, parce que sinon, ça aurait été considéré par le ministère public contre du travail irrégulier ou dissimulé, ou une contrepartie, la fameuse contrepartie. Tiens, il fait travailler les migrants en échange du passage, etc. Donc, j'engueulais les gars chaque fois qu'ils voulaient m'aider. Je dis non, tu prends pas, non, tu vas pas t'occuper des coups, non, Et on s'est dit, il faut absolument trouver une méthode pour que les personnes puissent travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne en demande d'asile n'a pas le droit de travailler. Et elle ne peut pas travailler. Et on a cherché un peu dans tous les sens. Et c'est par le film de Michel Touesca, le film qui s'appelle Libre. Michel Touesca, c'est un ami, un gars qui habite à Salange et qui a monté un documentaire qui retrace un peu le combat qu'on a mené. Et du coup, on a fait un peu le tour des villages et des villes de France pour accompagner le film. Et on a découvert Emmaüs. Et pas que tout à l'heure, on disait tous les bénévoles et toutes les actions qu'il y avait de solidarité. Et moi, j'ai été quand même estomaqué de voir autant d'individus et d'assauts, de collectifs, d'initiatives personnelles ou associatives, et lutter contre cette précarité-là.
c'est pas forcément des militants pro-migrants. En fait. C'est juste des gens qui militent contre la précarité, contre l'indécence, contre l'exclusion. Et c'est incroyable. Et je pense que c'est notre, voilà, 2015 jusqu'à 2020, je pense que les dates sont historiques par l'entraide, par ce désir de fraternité, par ce désir de solidarité. Et moi, j'étais impressionné. Je m'attendais, ces jours de fête qui a distribué le film, c'est le distributeur qui a sorti le film Merci Patron, et qui me disait, il y a Ruffin qui a fait les salles, donc du coup, je suis pas Ruffin, je suis pas le film libre, je pense pas qu'il attire autant que Merci Patron, et je m'attendais à des salles vides, et je me dis, ça intéresse personne. Nous, on avait la tête dans le guidon, et il y a tout le monde, surtout dans le département des Alpes-Maritimes, c'est quand même très à droite, une droite extrême, quoi. Et on se sentait assez isolé, et un peu la tête dans le guidon, quoi. Et puis on va dans des petits bleds, salles pleines, on va dans les grandes villes, salles pleines, et partout on a été, ça a été des salles pleines. On a fait des salles, des grandes salles, on a fait des salles à 550 personnes. Et à l'Estac, normalement prévu 200 personnes, on a été 300 personnes. C'était une autre époque, c'était une époque sans Covid. Et ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché de voir des gens qui sans discours politique, sans grand débat humaniste, sans grande conviction. En fait, c'est juste du côté pragmatique. En fait, c'est que moi j'ai un problème en mode chez moi, et puis j'essaye de le résoudre par n'importe quel moyen. Donc du coup, on fait de bled en bled et on découvre Emmaüs. Mais je connaissais Emmaüs. Je connais Emmaüs comme tout le monde. C'est quoi Emmaüs? C'est des gens en précarité qui recyclent, machine à laver, qui récupèrent, qui vendent, voilà. Et ce que j'aimais bien, en fait, c'est sur aussi ce qui s'est passé pendant la négociation qu'il y a eu pendant la loi de migration, puis ce côté un peu punk à Emmaüs. Ce côté, c'est pas que dans la contestation qu'on a l'habitude d'entendre dans des réseaux militants, de dire, c'est pas bien, etc., à faire des communiqués de presse, ou des écrits, des textes, à co-signer, ou des pétitions. Mais il y a un côté pragmatique, c'est que, en tout cas, ils accueillent, quoi. Ils accueillent des gens, il y a des propositions pour légiférer. Il y a quelque chose de complet. Je me dis, ça nous ressemble pas mal. Parce que toujours, dans nos actions, c'est ce que je disais à mon équipe, je dis, mais on peut pas faire que contester. Il faut avoir des propositions. Il faut construire. Il faut, voilà, et construire. Sinon, on n'est pas crédible. Et je me suis dit, putain, Emmaüs, ça me ressemble vachement. Le problème, c'est qu'Emmaüs, moi, je fais de l'agriculture, je ne fais pas d'agriculture. Donc, je suis allé voir la région 7 et ce que je leur ai dit, j'étais très franc, je leur ai dit, bon, nous, on n'a pas le choix que de venir vous voir et on a besoin d'avoir notre statut WACAS pour pouvoir donner une activité aux gars, parce que si moi, je continue comme ça, je vais finir en tôle et c'est pas possible, quoi. Donc, il faut vraiment que je trouve une activité. Donc, on vient vous voir, mais pas par dépit, on est un peu obligé. J'étais assez content de ma franchise. Et puis, tout ça est allé très vite, quoi. On a été assez bien accompagné par Emmaüs France. Et moi, je craignais au départ, je me suis dit, Emmaüs France, ils vont un peu se dans la culotte, parce que Cédric Hérault, ce côté punk et tout, peut-être que ça risque de déstabiliser un peu le petit confort qu'ils ont, qu'à Emmaüs France, quand même. Et en fait, ils ont osé. Ils sont venus, et je crois que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est sans regret, quoi. Et en tout cas, on a été assez bien accueillis et accompagnés par Emmaüs France. On est devenu une communauté Emmaüs qui fait l'agriculture, une toute petite communauté. Donc là, on a 7 compagnies. Et ça se passe plutôt bien avec des projets, avec un avenir, et puis voilà, et surtout une solution concrète. C'est ça. Autour d'une activité agricole, tu peux nous dire d'ailleurs un peu ce que vous faites? Vous faites des olives, des poules On fait des olives, ouais. Donc on a 700 oliviers, on a des poules pondeuses, on a 900 poules pondeuses sur 2 poulailles. On fait du maraîchage aussi sur un demi-hectare. Et on a un projet on a acheté un bâtiment à Breil-sur-Roya, parce que le problème de chez moi, c'est que c'est assez excentré du village de Breil, donc c'est un peu ghettoisant. Les gens sont un peu loin du village, donc il y a des problèmes en fait de mixité avec la population. Là, on a envie de trouver quelque chose qui soit un peu plus central et surtout aussi que ça soit dans de meilleures conditions. Là, c'est des petits chalets en bois et ça peut être pérenne. Et on a trouvé un bâtiment, et ce bâtiment, c'est un bâtiment sur 2 étages qui est assez proche des écoles, assez proche de la gare, et qu'il faut rénover.
Donc, on va commencer les travaux là en juin, et ce qui nous permettra de développer aussi notre activité, de faire de la restauration, d'essayer de transformer nos produits agricoles et de faire un peu de restauration, de faire aussi une cantine ouvrière et de faire une salle aussi associative pour, surtout après la tempête Alex, c'est important, un lieu où les associations puissent être accueillies avec un café, avec quelque chose à manger, et pouvoir discuter, débattre, trouver des alternatives. Et voilà, essayer de s'ouvrir un peu au monde, de s'ouvrir un peu. Voilà, on avait envie de ça. On était un peu trop ghettoisé là dans notre campagne. Et donc, c'est bien, quoi. Et c'est assez étonnant même pour moi, hein, moi qui au départ vivait seul, avait envie de vivre seul, assez individualiste, avec beaucoup de problèmes pour déléguer, en fait, quand même des problèmes pour déléguer, et où j'apprends à travailler avec d'autres gens. C'est quand même plaisant, quoi. C'est une très belle aventure. Ouais, en vie communautaire, pour le coup, hein, tu le disais, 7 compagnons. Ouais. Vous êtes 2 co-responsables, hein, je crois. C'est ça. Hein, c'est ça. Voilà. Voilà, tout ça pour construire des alternatives, quoi, et construire des activités qui puissent avoir un vrai sens sur le territoire, qui puissent apporter quelque chose sur le territoire. Effectivement, tu disais. Ton objectif à l'origine, c'était un peu de te retirer de ce monde. Et c'est comme ça que tu t'es installé à La Roya. Et puis finalement, c'est le monde qui t'a rattrapé. Et voilà. Là, tu es un peu. Rattrapé le monde. Voilà. Et c'est toi qui fais bouger un peu le monde quand même, comme tous les acteurs, toute la société civile qui effectivement s'engage tous les jours pour faire vivre cet esprit de solidarité, pour faire vivre cette fraternité. Pas seulement dans un esprit d'aide ou d'assistance, mais aussi justement pour développer une solidarité un peu structurelle, quoi. La solidarité, est-ce que pour toi ça peut être aussi un projet politique? Est-ce que on avait lancé en 2017 Emmaüs France avec la fondation Nicolas Hulot pour les 10 ans de décès de l'abbé Pierre, pardon, l'appel des solidarités, en disant que la notion de solidarité même, la notion du lien entre nous et cette notion d'entraide, c'est un vrai projet politique, un vrai projet de solidarité qui est à la fois écologique, c'est la solidarité avec les générations futures, la solidarité avec les plus faibles et une solidarité un peu systémique. Quoi. Oui, il faut beaucoup de différence entre la charité et la solidarité. C'est ça. Et la charité, c'est le rachat de conscience. Après, c'est très bien la charité. Hein. Il faut que ça existe. Voilà. Ouais, il y a des situations d'urgence où on vient aider juste son prochain, puis celui qui est en difficulté. Puis, ouais. La différence entre la charité et la solidarité, c'est peut-être juste le partage. Par exemple, la charité, ça va être pour offrir un café à quelqu'un, et la solidarité, ça va être pour boire un café avec quelqu'un. Ouais. Une nuance, quoi, mais c'est faire partie du groupe. Et après, est-ce que c'est politique? C'est ta question de base. C'est ça. Moi, je trouve que c'est souvent dans l'associatif, c'est pour ça que je ne me suis jamais considéré comme un militant, c'est que moi, les réunions interminables, etc., c'est pas trop mon truc. Et il y a cette question majeure qui était là de dire, est-ce que ce qu'on fait, c'est une action humanitaire, ou est-ce que ce qu'on fait, c'est une action politique? Et il y a un moment, s'il y a un problème humanitaire, c'est qu'il y a un problème de gestion politique. Et donc forcément, quand on fait de l'humanitaire, on se doit de faire de la politique. Si c'est pour que penser des blessures faites par une gestion politique ou gestion économique, sans créer d'alternatives, j'en vois pas l'intérêt. Et forcément, quand on fait de l'humanitaire, on fait une politique, parce qu'on dénonce et qu'on est sur le terrain. Et c'est ce qui manque à la politique, ce côté de terrain. Et qu'on n'a pas besoin d'être élu, qu'on n'a pas besoin d'être député, qu'on n'a pas besoin d'être maire ou je ne sais quoi pour faire de la politique. Après, c'est des missions qui sont honorables, hein, mais on peut faire de la politique citoyenne. On peut faire ce qu'on fait là, la discussion, c'est les gens qui nous écoutent, ça permet aussi d'imaginer aussi des alternatives, d'avoir un esprit critique de ce qui est dit ce soir, de ce qu'on dit, parce qu'on n'a pas arrêté à la quoi. Et l'échange ça, moi, ce qui m'inquiète en ce moment avec ce virus, avec la gestion de ce virus, c'est que le lien social il est quand même marqué. Tu vois, la culture, c'est pas que de l'amusement. La culture, c'est pas la télé, en fait. La culture, c'est de l'éducation. Tu vois, le théâtre, on va pas au théâtre pour passer du bon temps. On va au théâtre pour prendre des émotions, qu'elles soient positives, négatives, ou
tout cas, on va prendre quelque chose. La culture, c'est de l'éducation. Et l'éducation, c'est de la démocratie. Et je me rappelle Kadhafi disait, vaut mieux donner des armes à des gens plutôt que l'éducation. Et il a tenu son peuple par le manque d'éducation. Et les armes, on peut les donner, il n'y a pas de problème, même si on est un dictateur. Mais par contre, l'éducation, il ne faut pas. C'est la plus grosse des armes. C'est une arme qui se retourne contre les dérives. Et moi, je suis très inquiet de ce qui se passe dans la gestion politique actuelle. Ce qui est important, et souvent j'entends aussi dans les milieux associatifs, ouais, mais à quoi ça sert qu'on fasse des débats, ou à quoi ça sert qu'on fasse des projections de films parce qu'on est là, on est tous d'accord, etc. Vous ne pensez pas que sur CNews ou que sur BFM TV, les gens sont tous d'accord? Ils ressassent, et nous, on fasse pareil en fait. Il faut qu'on ressasse, qu'on ressasse. Et j'ai toujours dit ça aux jeunes bénévoles qui étaient à la maison. Chaque matin qu'on se lève, il faut se dire qu'on avait ces centaines de personnes qui dormaient dans les tentes. Ce qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal. Et se répéter, et pas que ça devienne une normalité, et qu'on accepte cette normalité. Se lever tous les matins, se dire c'est pas normal, c'est pas normal. Et même si ça perdure, se dire c'est pas normal, et lutter contre cette anormalité, pas s'y habituer, absolument pas s'y habituer. Ne pas s'y habituer, ne pas s'habituer à un fonctionnement anormal justement de la société et à un système, c'est intéressant, qui est souvent relayé effectivement par les médias, parce que là aussi on ressasse des choses. Et peut-être que est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'on a peur de citoyens? On s'est posé la question la semaine dernière sur qu'est-ce que c'est qu'un citoyen éclairé qui va pouvoir agir parce qu'il a il a un esprit critique. Est-ce que selon toi, et la culture en est un signe aussi, hein, comme tu l'as très bien dit, la culture c'est pas juste du loisir ou de l'amusement. Il y a la télé pour ça. Hein. Dans ton bouquin, tu écris que la télé c'est de la merde, entre autres. Voilà, c'est aussi développer l'esprit critique. Et un autre regard sur le monde. Les artistes, le théâtre, les musées nous aident aussi à ça. C'est à développer notre esprit critique et à changer notre regard sur le monde. C'est change ton monde, mais c'est aussi change ton regard sur le monde. Enfin, reste en veille sur ce qui se passe autour de toi. Est-ce que à ton avis, est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que le pouvoir a peur de ça? D'avoir des citoyens critiques, pour le coup. Des citoyens éclairés. Ouais, mais c'est là où c'est grave. Hein. Ouais. J'ai l'impression, ouais, mais j'ai même pas envie de le dire, que si c'est le cas, il faut vraiment agir, quoi. Ouais. Si notre pouvoir a peur de le perdre, c'est qu'il y a un problème d'ordre démocratique. Hein. Mais moi, c'est ce que je reproche un peu à la gauche, c'est que cette volonté absolument d'être élu et d'avoir des positions qui soient électoralistes, éligibles, en fait. Tu vois, du coup, tu rentres dans un côté un peu populiste, de te dire, ben, on a des idées politiques, mais elles sont trop compliquées, trop longues à exprimer. Donc, du coup, on va agir par des méthodes et des réflexions qui soient assez courtes, assez basiques. Par exemple, au pif, ça c'est un peu le débat actuel, sur la fermeture des frontières. La fermeture des frontières va être la clé de voûte de tout problème, et de dire, ben, on va lutter contre l'exil fiscal, fermeture des frontières. On va lutter contre la délocalisation, fermeture des frontières. Ça veut rien dire. En fait. C'est tellement débile, en fait. Et j'ai l'impression que la gauche a perdu sa volonté, en fait, de partage d'idées. C'est de pas forcément vouloir gagner, mais vouloir faire avancer des idées. Et même quitte à ce que ça soit long, que ce soit mal compris, et même quitte à ce qu'on ne soit pas élu, en fait. Il n'y ait pas de parti de gauche, quoi. Je crois qu'il y a peut-être une nécessité d'être élu. Et à un moment, il faut faire vivre les idées. Parce qu'à force de faire vivre juste de l'électoralisme, on perd les idées de gauche, on perd la gauche. Parce qu'après, être élu on est quand même dans un monde qui est quand même néolibéral, qui crée cette différence des richesses, ce manque de répartition des richesses. Et vouloir gagner dans ce monde-là, c'est un peu compliqué. Ça veut dire lui ressembler au bout du compte. Parce que l'éducation est néolibérale, la culture devient néolibérale, tout devient néolibéral. Et les médias sont néolibéraux. Et de vouloir ressembler à ça pour en tenir les rênes, je ne comprends plus. C'est pour ça qu'il faut que la gauche se batte sur du débat avant tout. Il faut vraiment
faire évoluer les mentalités et être audible. Je me rappelle en 2016, quand je découvre la problématique de l'immigration, parce que je la découvre d'une façon violente, parce que moi j'avais découvert quand j'étais petit, quand j'habitais dans un quartier qui s'appelle l'Ariane, un quartier populaire. Le populaire, en fait, c'est quand il y a des fils d'immigrés qui sont là, des immigrés qui sont là. Moi, j'ai vécu de noirs et d'arabes dans une indifférence totale, quoi. On devient indifférent à la différence. Et j'ai vécu l'immigration de cette façon-là en 2016, alors que j'ai bientôt 40 ans. Enfin, j'avais à cette époque bientôt 40 ans. Et de voir cette violence, je me dis, mais c'est quand même fou. Il n'y a aucun parti politique qui s'est engagé dans cette discussion-là. Et on s'est dit, les partis politiques de gauche, du coup, oh là là, putain, ça c'est un terrain miné, il faut pas y aller, c'est trop délicat, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas être élu, on a peur que ça passe un peu pour des gens, etc. Et quand si la gauche, elle n'arrive pas à être ouverte d'esprit, elle n'arrive pas à être solidaire, elle n'arrive pas à être fraternelle et humaniste, si la gauche n'arrive plus à être humaniste, bah, c'est fini, quoi. Je veux dire, et j'y retrouve vraiment ce manque de courage de la part des différents partis politiques qui sont pas venus sur le terrain, qui n'ont pas pris ce discours de la migration et voilà, qui n'avaient pas envie, quoi. Très peu sont les politiques qui sont venus, qui ont dit bon, publiquement on t'accompagne, on t'aide, on essaie de trouver. Ça a été rare, quoi. Là, il y a vraiment un problème de représentativité politique, quoi. Oui, je crois que... Ouais. Je trouble un instant votre conversation et je joue ma speakerine puisque nous avons une question de Leïla sur Facebook qui demande, je pense que la question est plutôt pour vous Thierry, mais pourquoi pas pour vous Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres Emmaüs agricoles? Alors, il y a, Cédric et Emmaüs Roya est la seule communauté Emmaüs agricole. Après, il y a d'autres structures agricoles dans le mouvement Emmaüs. Et alors là, pour le coup, ce sont des structures d'insertion par l'activité économique, hein, qui est la création d'emplois pour des personnes en situation d'exclusion, en difficulté et de l'accompagnement. On l'a vu tout à l'heure, Humanis et Emmaüs Mundo est une structure d'insertion, et en particulier qui accueille des personnes qui sortent de détention, qui sont en placement extérieur. Je pense à la ferme de Moyenbry. Tu connais certainement, Cédric, la ferme de Moyenbry en Picardie. Dans ta région, alors c'est à l'autre bout de la région, Emmaüs l'Espinassière, à côté de Carcassonne, qui pareil accueille des personnes en placement extérieur. On vient d'avoir la création à côté de Bayonne de pareil une ferme Emmaüs qui accueille des femmes sortant de prison. Et puis la toute nouvelle ferme Emmaüs Mundo dans la vallée de la Bruche qui a été créée il y a quelques mois et qui a bien développé déjà son activité. Donc non seulement il y a d'autres fermes Emmaüs, pas forcément sous forme communautaire, mais il y en a aussi dans la région Alsace, portées par Emmaüs Mundo. Et j'en suis fier, et on en est fier. Voilà. Tu as des liens avec d'autres fermes Emmaüs Non, pas encore. Ouais, d'accord. Non, pas encore. Avec Samuel à l'Espinassière, ouais, c'est pas. Enfin, comme dit, c'est aussi en région 7. Pardon, un peu. Ça, ouais. Voilà, en région 7, c'est à l'autre bout, mais ouais, à l'occasion. Ok, j'ai peur qu'on approche de la fin. On devrait déjà avoir fini, c'est ça? Non, pas du tout. Non, ça va, on a encore. Il vous reste encore bien 10 minutes, on va dire, un petit peu moins. Ok, très bien. On parlait un peu de la politique. Alors, la politique, c'est peut-être... Et tu l'as dit aussi, c'est important aussi de le dire. Et je trouve aussi que c'est admirable aussi, hein, les gens qui s'engagent dans leur commune, etc. Il ne s'agit surtout pas, et puis c'était pas le propos de dire tous pourris, etc. Il y a vraiment des gens admirables, hein, qui prennent en charge. C'est aussi une responsabilité. Ceci dit, qui sont souvent pris en otage par le système électoral et peut-être électoraliste. Tu l'as très bien décrit, parce qu'il y a des échéances électorales. On est forcé à un moment donné d'avoir une... Il y a les vrais cyniques, hein, mais tu en connais quelques-uns dans ta région, pardon. Et il y a les vrais droite extrême, etc., qui ne dit parfois pas son nom, etc. Mais après, il y a la plupart des élus, c'est des gens qui veulent s'engager dans leur commune, dans leur région, pour essayer de faire bouger les choses, et qui se laissent prendre en otage par ces échéances électorales. Et pour le coup, bah oui, il faut faire plaisir avant tout. Et puis, comme tu l'as dit, avec les médias aussi, hein, quand même, des concepts et des idées simples, pour le coup, qui soient accessibles, on pense accessibles à tous, et qui passent bien à la télé, et puis qui se résument en 140 signes sur Twitter, pour surtout faire simple. Je pense on est d'accord que la politique, au sens noble du terme, l'organisation du monde, l'organisation de son territoire, l'organisation du vivre ensemble, c'est ça
C'est ça la politique. C'est aussi une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seules mains des politiques. C'est l'affaire de tous. Évidemment, pas forcément la politique. Et Emmaüs ne fait pas de politique évidemment électoraliste et n'a pas de préférence pour tel ou tel parti. Mais voilà, fondamentalement, tu l'as dit, ce qu'on est en train de faire et ce qu'ont fait les uns et les autres, ce que font les citoyens pour faire bouger les choses, pour faire vivre la fraternité et la solidarité, c'est fondamentalement de la politique. Parce qu'on vise aussi une transformation, un changement à la fois des consciences et changement des pratiques, quoi, et un changement de la société, je crois. Surtout une gestion, parce que je pense que la différence entre l'idéologie et la gestion politique, c'est qu'à un moment, est-ce que notre idéologie est applicable, est-ce qu'elle est pragmatique dans le monde actuel? Est-ce qu'on peut avoir tout, moi, c'est mon idéologie. Moi, je rêverais d'une anarchie, par exemple, tu vois, mais je sais très bien qu'en étant pragmatique, c'est pas possible d'agir. Donc, je gère pas de façon anarchiste la communauté Emmaüs Roya. Je mets des règles, voilà, et on sait très bien. Et à un moment, il y a une gestion politique. La gestion politique, elle doit comprendre les autres citoyens. Donc, on peut être alimenté et poussé par une idéologie, mais il doit y avoir une gestion pragmatique. Par exemple, sur la migration, sur la gestion de la migration, c'est même pas une question d'être pour ou d'être contre. C'est à un moment, c'est comment on gère les choses pour que ça se passe bien. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une espèce de lecture binaire de la migration, de dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, les pro-migrants et anti-migrants, c'est débile en fait. Et qu'à un moment, comment on fait pour que ça marche bien? Parce que quand j'entends des gens me dire oui, bon, on a qu'à fermer les frontières et tout ira bien, mais les gens en place, je veux dire, si je te montre des photos de à quoi ressemble la frontière franco-italienne, c'est impossible à fermer, c'est des montagnes en fait, c'est des chemins partout, c'est une passoire cette frontière, on ne pourra jamais la fermer, c'est pas possible en fait. Il y a eu de la contrebande depuis des centaines d'années. Arrivé là, ouais, c'est bien raison, parce qu'il y a des frontières, etc. Et il y a un moment, il faut, moi, je pense, écouter aussi l'inquiétude des personnes qui ont peur de la migration, et qui n'ont pas peur des migrants, et qui ont peur des conséquences négatives dues à une gestion, en fait, une mauvaise gestion de la migration. C'est qu'à un moment, la précarité, souvent j'ai entendu dire, oui, c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un terroriste, ou alors les gens qui sont passés chez lui, ils vont finir en délinquants, je ne sais pas trop quoi. Puis à un moment, Emmaüs, je pense que lutte contre la violence, lutte contre le terrorisme, lutte contre... Parce que on sort des gens de la précarité. Et lutter contre la précarité, c'est lutter contre la violence. Et éviter qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, c'est lutter contre la violence. Et ça, c'est une gestion pragmatique. C'est pas idéologue, c'est pas idéologie. C'est pas de dire, oui, les migrants, ils sont tous gentils, c'est pas ça. Moi, je m'en fous que les personnes soient migrantes. C'est pour ça qu'il y a de l'accueil inconditionnel chez Emmaüs. C'est juste la dignité de l'individu, la reconnaissance de l'individu parce que c'est un individu. Et pas qu'il ait une étiquette administrative, pas qu'il ait une étiquette de par sa nationalité, sa religion, ou je ne sais quoi, c'est juste le respect de l'individu. Et ça, c'est une gestion purement pragmatique. C'est pas que c'est très politique, c'est qu'il y a une gestion vraiment pragmatique. Il serait bien que les politiques s'inspirent de cette gestion pragmatique que fait Emmaüs. Mais énormément d'associations, il y a des spécialistes qui gèrent ça. Les gens qui ont des réponses à la gestion de frontières, il y en a énormément, mais on les écoute pas. On les écoute pas, et nos leaders politiques, les têtes de parti, ne se mettent pas là-dedans parce qu'ils se disent les gens, les Français sont trop cons pour comprendre et c'est trop long à leur expliquer. Mais c'est faux, quoi. Les gens sont pas des cons et à force de prendre les gens pour des cons, ils finiront par le devenir, quoi. C'est ça que c'est notre rôle aussi à toi, à moi, à toutes les associations, tous les gens qui nous écoutent, d'organiser du débat et de la confrontation aussi basée sur le respect, sur l'intelligence et surtout pas rentrer aussi dans une dynamique de dire les gens d'extrême droite, des salauds, etc. Moi, j'ai vu des gens d'extrême droite nourrir des personnes en migration qui m'appellent et qui disent, c'est vrai que tu sais, comment je vois l'extrême droite, etc. Mais en tout cas, je suis peut-être contre le fait que ce jeune soit ici. En tout cas, je suis contre le fait que ce gosse ait faim et moi, je lui donne à manger, je lui donne à manger. Et c'est ça aussi, c'est que la sensibilité du respect de l'individu, c'est pas des valeurs de gauche, en fait. C'est juste des valeurs de tous et toutes, quoi. Et ça, il faut faire attention aussi de ne pas s'enterrer dans des mouvements, des idées de droite ou de gauche, même si moi je me revendique de gauche. Et avec le respect aussi des différences d'opinion politique, d'idéologie, mais le respect bien sûr est de pas d'être intransigeant sur le respect de l'humanité, le respect de la vie. Le bon sens, quoi. Le bon sens paysan, pour le coup, et puis le bon sens, pragmatisme, bon sens. La notion d'entraide aussi, qui est importante, puisque tu cites l'anarchisme, Kropotkin qui a développé cette notion d'entraide, qui est et Pablo Servigne qui a récemment encore qui a rappelé ça, l'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est on est naturellement et
on l'a dit, dans la Roya, en situation de catastrophe, le premier réflexe, et on l'a vu aussi pendant la crise sanitaire, le premier réflexe, c'est d'abord le lien social, c'est comment on s'entraide les uns et les autres. C'est peut-être ça hein, aussi, la solidarité et le projet politique, enfin la vision de la société, c'est comment on fait pour faire vivre cette appétence naturelle qu'on peut avoir les uns et les autres vers l'entraide. Hein, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, et ce que le capitalisme aussi essaie de nous faire croire, et ce système qui prône la concurrence, la compétition des uns contre les autres. Non, on a d'abord envie, on a d'abord besoin d'entraide. Je voudrais juste, parce que je crois que là pour le coup, il faut qu'on finisse. 2 questions. Non, je crois que j'ai droit à une question, mais 2 questions en une pour le coup. comment c'est mon côté désobéissant. Comment on peut faire pour t'aider? Et puis ensuite, voilà, juste un petit mot. Change ton monde. C'est quoi Change ton monde? Change ton monde, c'est ce que me disait ma mère. Je crois qu'elle nous regarde d'ailleurs. Et quand j'étais petit, quand j'étais énervé par le monde, et une leçon d'humilité en fait. Et au lieu de regarder un peu ce que font les autres, regarde-toi ce que tu fais toi, regarde-toi ton monde à toi, change ton monde, change ton univers, et après tu iras parler du reste du monde. Et voilà, c'est un peu une leçon d'humilité. Ok. Et comment on peut faire pour vous aider, du coup? Le nerf de la guerre, c'est la thune. Et donc, nous, on va commencer les travaux là, en mi-janvier pour ce nouveau bâtiment. Et il y a une collecte sur Internet, sur le site de Emmaüs Roya, sur le Facebook d'Emmaüs Roya, c'est facile à trouver. Et voilà, il y a moyen d'y participer, quoi. Il y a plein de gens qui participent de pas grand-chose, hein, des 5 euros. Ouais. C'est toujours ça, et ça fait du bien à nos finances. Ok, super. Merci beaucoup, merci Cédric. À vous. Merci beaucoup. Tu étais bienvenu en Alsace à Emmaüs Mundo. Et puis, j'espère revenir. Ouais. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Salut. Ciao. Salut Cédric. Kuhn, merci à vous. Cédric Héroux, merci d'avoir partagé votre expérience, vos valeurs sur les ondes du marché off.radio.tv. Je rappelle que votre livre Change ton monde, je le tiens entre mes mains, non pas le monde, mais votre livre, aux éditions Les Liens qui Libèrent, est disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes, s'il vous plaît. On tient tous le monde entre nos mains. Exactement.